Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées. Face au silence, à l'impunité, à la violence patriarcale. Nous avons choisi la sororité, l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe. Collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. Nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Aujourd'hui, c'est Malou qui va s'exprimer comme Amazone d'Avignon, mais c'est une Amazone qui est un peu particulière. Je vais te demander de commencer par te décrire. Oui, eh bien bonjour et merci déjà pour cette invitation. Alors, je suis Malou, je suis en fait une franco-suisse et donc j'ai vécu en France et j'ai déménagé en Suisse dans mon adolescence pour aller rejoindre ma maman. Et en Suisse, moi j'ai un parcours en gros de travailleuse sociale au sens très large et je suis quelqu'un qui a beaucoup milité, on va dire, de mon enfance jusqu'à 23, 24 ans, dans le sens milité un peu politiquement. Et puis j'ai un peu abandonné ça pour différentes raisons. Et en fait, je dirais que en Suisse, je me suis sentie assez seule dans mon militantisme. On est peu nombreuses, en tout cas dans le militantisme féministe que je peux vivre. Et du coup, j'ai contacté un jour Rebelle du Genre. Puis Rebelle du Genre m'a permis de connaître des gens des Amazones. Et puis de fil en aiguille, quand j'ai vu qu'il y avait ce procès qui allait se faire à Avignon, je me suis dit, c'est la super occasion d'aller rencontrer en vrai de vrai les Amazones avec qui je suis en contact depuis un petit moment, mais par Internet. Et du coup, je me suis un peu auto-invitée là-bas et s'en est suivi une belle rencontre et des actions. Donc voilà comment je suis rentrée un peu en mode VIP dans le réseau des Amazones. Alors, avant le procès Pellico, justement, comment est-ce que tu définissais ton rapport au féminisme ? Alors en fait, je pense que j'ai toujours été, durant mon adolescence, je pense que j'ai toujours été féministe, mais une féministe misogyne, ce qui est très particulier, mais parce que en fait, j'avais pas encore compris tout le coût de la colonisation masculine depuis le monothéisme. Et donc voilà, je me disais oui, mais quand même, les femmes, on a les mêmes droits que les hommes et tout, mais en même temps avec des attitudes et des pensées et des croyances des fois extrêmement réduites à de la misogynie que j'avais apprise, que j'avais vécue, vue et que je rejouais moi-même. Et intériorisée comme chacune d'entre nous, quoi. C'est terrible, mais c'est terrible. Et maintenant que j'en sors un peu, je vois tous mes comportements ou mes biais un peu miso et je suis là, mon Dieu, ça y est, j'ai encore un biais misogyne de façon flagrante. Et je me dis, mais on est envahi de ça. Et je pense que ça a été le début de la compréhension du féminisme. Et puis après, je pense que ça a été vraiment dans mon caractère, dans ma façon d'être en tant qu'individu, d'être confronté régulièrement à des hommes, à des mâles, en ayant une stature relativement masculine, paraît-il, dans ma façon d'être, de m'exprimer, et puis d'être en relation avec les gens, de m'affirmer. Tu ne faisais pas carpette, c'est ça ? Voilà, exactement, c'est ça. Et donc du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi on me dit que je suis masculine justement parce que je dis ce que je pense, parce que si on m'embête, je rentre dedans. Je disais, en fait, c'est pas que je suis masculine, j'ai été éduquée par un père qui m'a juste dit que je valais autant qu'un mec, en fait. Et ça a commencé vraiment à me dire, non mais il y a un vrai souci dans cette société par rapport à ce qu'on projette sur les stéréotypes des uns et des autres. Et puis, greffé un petit peu à ça, moi j'ai eu aussi ma vie de femme, donc ma vie affective, sexuelle, avec des agressions diverses et variées. Et où là aussi, je me disais, mais attends, c'est pas possible qu'on soit dans un monde où les femmes subissent autant de choses, avec notamment la prostitution, la pornographie, tout ça, qui m'ont vraiment ouvert une porte de, mais comment ça se fait que les femmes ont des tels traitements ? Comment ça se fait que les femmes sont autant asservies et qu'elles s'asservissent elles-mêmes à une sexualité masculine ? Donc tout ça, c'est des trucs qui sont restés un peu dans ma tête et avec quoi je travaillais beaucoup. C'est-à-dire que j'ai beaucoup œuvré dans des discussions très profondes avec plein de gens où le but, c'était un peu d'aller au bout de façon sincère et vraie dans nos expériences. Et puis est arrivé, je dirais, en 2005-2008, commençait à arriver tranquillement, très doucement, très sereinement,
les notions un petit peu justement de TQIA, ça commençait. Moi, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Bon, ça me faisait pas plus écho que ça, bon, mais on commençait à parler de GPA. Ça commençait à être des sujets, en tout cas moi, en tant que travailleuse sociale dans l'école sociale où je faisais mes études, ben, on en parlait beaucoup. Et là, je me suis dit, OK, en fait, en tant que femme, en tant que femelle, en tant que féministe, il y a des choses là à les creuser parce que l'avenir solidaire et équitable et juste entre les humains en dépend. Et puis, quelques années passent. Et là, je vois vraiment déferler la vague du transactivisme aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, voilà. Et là, je me dis, oulala, et ça commence chez nous parce que j'entends des gens qui en parlent. J'ai une personne ou deux qui me disent, ah, moi, je crois que je suis pas vraiment dans le bon corps et tout. Donc, je dis, oulala, mais toi aussi, t'es déjà pris par ce truc de la théorie du genre. Et là, je me dis, attends, là, c'est pas possible. On est en train d'effacer les femmes, en fait, d'effacer ce que ça veut dire être une femme, d'effacer notre réalité biologique, d'effacer comment dire, le fait de gommer cette réalité biologique. Et ben, en fait, on est en train de gentiment accepter qu'avec le temps, on efface toutes les luttes et les combats des femmes menés depuis des décennies, depuis même des centaines d'années. Et là, je me dis, OK, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible d'arriver à un mansplaining tel que ce sont des hommes qui viennent nous demander de les approuver femmes. Enfin, là, c'est plus possible, quoi. Et là, je me suis dit, OK, en fait, il faut que je revienne dans du militantisme. Et là, j'ai commencé à bouffer des trucs, les rebelles du genre, j'ai commencé à bouffer plein de podcasts, plein de trucs. Et j'ai contacté les rebelles du genre en disant, je pense que moi aussi, j'ai des trucs à dire sur ça parce que je vois ce qui se passe et c'est assez terrifiant. Et voilà, parce qu'en fait, mon militantisme jusque-là, j'avais abandonné l'idée des groupes, des associations. Parce que pour moi, il y avait toujours un enjeu d'ego, un enjeu personnel, un enjeu politique qui venait se greffer à ça. Et donc, pour moi, il n'y avait pas une vraie loyauté à la lutte pour et par les femmes. Il y avait toujours une déviance pour aboutir à quelque chose en plus. Et ça, c'est un truc qui, moi, me débecte profondément. Je fais les choses vraiment en entier avec le cœur ou je les fais pas, voilà. Mais je les fais pas pour obtenir quelque chose en échange. Si je fais une lutte ou un combat, c'est pour obtenir gain de cause sur la lutte et le combat. J'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi, en fait, hors ce cadre-là. Et du coup, moi, ma lutte, je l'avais un peu abandonnée de façon collective, et aussi parce que je me rendais compte que beaucoup des filles et des amis que je côtoyais étaient complètement matrixés par ce nouveau déferlement, là, des TQIA+, etc. Donc, je m'étais dit, la lutte, c'est juste d'en parler, c'est tenir bon. C'est quand je crée un spectacle avec des profs et que les élèves veulent faire un mariage trans et ils sont d'accord d'appeler une élève qui se dit mec par un prénom masculin aux dépens des parents qui l'ignorent, là, moi, je me positionnais en disant, écoutez, les gars, c'est soit on continue comme ça, ce que je vous ai proposé comme spectacle, soit moi, j'arrête le projet, puis je vous laisse, puis vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne cautionne pas ça. Et en fait, ça, c'était ma façon de militer, c'est de me positionner, moi, au quotidien, constamment dans ma vie. Et quand les gens parlent autour de moi de choses comme ça, d'oser affirmer mon opinion, quoi qu'il m'en coûte. Voilà. Et grâce à vous, aux Amazones, finalement, je me suis dit, ah purée, un militantisme de groupe, c'est vraiment possible, ça existe. Et là, j'ai pu recommencer à penser à un militantisme de groupe. Voilà, ce qui n'était plus le cas depuis fort longtemps. D'accord. Et comment est-ce que tu as entendu parler du procès Pélico la première fois? Je pense que c'était dans une émission de télé que j'ai revue parce que moi j'ai pas de télé, mais en fait je regarde des fois des bouts d'émissions sur internet ou YouTube ou comme ça. Et je pense que c'était un bout d'émission sur ça où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du coup, j'ai connecté sur le Instagram des Amazones où je voyais que vous étiez au courant, vous aviez déjà plein d'infos. Et là, je me suis dit, OK, en fait, il faut aller soutenir cette dame. Il faut lui montrer qu'elle n'est pas seule et qu'il y a des femmes autour d'elle qui sont là pour la soutenir, quoi. Et montrer à ces mecs aussi, à ces abjections de vomi d'amibes que il y a aussi des femmes qui sont là pour les voir et puis les dénoncer et se rappeler de leur tête et ne plus leur donner aucun crédit, ni faveur, ni dignité. Très bien. Alors concrètement, comment est-ce que tu t'es engagée dans le procès? Tu es venue plusieurs fois à Avignon. Est-ce que tu peux raconter à la fois la partie dans le tribunal et puis à l'extérieur? On a quand même plusieurs anecdotes ensemble. En fait, j'ai des amis vers Montpellier et la première fois, je me suis dit, il y a le procès qui commence. Je crois même d'ailleurs que c'était un des premiers jours du procès.
Et je me suis dit: «Bon, bah, c'est parfait, je vais faire une halte à Avignon. Je vais voir si justement, ma copine Blandine, on peut se voir en vrai de vrai déjà, ce sera cool pour une première et puis, voilà et donc j'ai débarqué, à Avignon. Je suis allée direct au tribunal pour voir comment ça se passait et là, j'ai pas pu accéder le matin. J'ai fait la queue leu leu, en fait, tout le matin et puis ensuite, je suis allée boire un café ou manger, je crois avec Blandine, on a été manger et là, c'était hyper bizarre parce qu'en fait, je me suis vue devant plein de ces violeurs qui étaient là dehors. Alors, il y en a qui buvaient un café, d'autres qui fumaient des clopes et tout. Puis j'étais un peu là, mais attends, en fait, ils sont libres et ils sont là. Et mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Et puis, ben, Blandine me dit, bah oui, bah en fait, il y en a plein qui sont libres, hein, ils sont pas tous en prison. Donc, effectivement, la majorité sont libres. Et effectivement, pendant les pauses, bah, tu les verras à l'extérieur. Ce qui, moi, m'a complètement refroidi. Enfin, je me disais, mais attends, mais c'est complètement délirant, en fait, de se Et dire, tu te mais souviens, le moment où on est allés déjeuner justement ensemble, on s'est dit: «On va s'éloigner» parce que tu pétais un peu les plombs dans le tribunal. Tu t'agaçais un tout petit peu avec ces gens-là. bah oui, parce qu'en fait, ils regardent, ils fixent, ils ont des comportements abjects. Entre eux, on les voit, bah, qui rigolent, limite, ils parlent peut-être de leurs expériences avec Gisèle, j'en sais rien, mais bon, je trouvais ça assez abominable. Et puis moi, je me disais, mais comment les barman, les cafés savent qui sont ces mecs et leur donnent de la place? Moi, je veux bien qu'il y ait de la place pour plein de gens, mais à un moment donné, il y a un peu de dignité à avoir aussi quand même. Et du coup, c'est vrai qu'en passant, je me disais, mais moi, ils fument leurs cigarettes là, j'ai pas envie d'absorber leur fumée. Et j'avais qu'une envie, c'était vraiment de leur cracher dessus, de cracher à leurs pieds. Il fallait qu'ils aillent se cacher dans un caniveau, pour moi, Mais vraiment. mais Malou, tu pas eu qu'envie de cracher? Bon, je l'ai fait un petit peu, ouais. Bon, d'accord, j'ai C'est un très bien de t'avoir attrapé par le coude et de t'avoir dit: «Allez hop, 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 on avance». Tu leur avais craché dans l'assiette. oui, parce que je trouve que c'est pas possible. Il faut qu'ils comprennent que socialement, ce sont des gens qui ne sont plus bienvenus en société tant qu'ils se comportent comme ça. C'est vrai. Alors, tu sais que d'ailleurs le fameux bar, où ça s'est produit, parce que tu sais que il y a une journaliste qui m'a raconté la scène, elle l'avait vu et donc quand je lui ai raconté, elle m'a dit: «Mais oui, je l'ai vu aussi» et bien ce fameux bar justement, c'est chez Youssef et ben, il a à un moment donné, il a décidé d'arrêter de les accueillir et il les a mis dehors et il a eu des ennuis, hein, parce que ces crevures, ils ont quand même envoyé leurs avocats pour dire: «Oh, peu cher, on peut plus aller prendre notre café», voilà. Et il a tenu bon et lui, on pourrait l'appeler le bar de la résistance parce Ouais, qu'effectivement, vraiment. il s'est battu pour, justement, pour mettre les choses à l'endroit, quoi. Et c'est les mêmes, avocats qui arrachaient, vos collages? Qui Oui, sont oui, venus oui. En l'occurrence, celui-là, oui. Je vais pas dire son nom, mais oui. Ça, c'est quelque chose qui m'a choquée parce que alors, le matin déjà, je crois que c'était avant de te rejoindre, en fait, donc le procès se finit parce qu'il y a des pauses, hein, le procès, il dure pas, 8 heures non-stop, il y a des petites pauses. Il y a une pause, repas et donc les violeurs, ben, sortent de la salle et moi, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça, mais j'ai eu envie de les huer, en fait. Donc je les ai hués et puis il y a un avocat qui est venu vers moi en me disant: «Oui, mais vous pouvez pas insulter, mon client comme ça». Déjà, je lui ai demandé comment ça se fait que dans un tribunal en France, où quand même la loi est censée être appliquée au sein du tribunal au minimum, comment ça se fait que leurs clients venaient masqués? Ça, c'était vraiment un truc où je me suis dit: «Mais attends, on n'est plus du tout en temps Covid. Comment ça se fait que des individus qui sont censés répondre devant la justice ont le droit de venir masqués?» Ça déjà, ça m'a halluciné. Alors l'avocat m'a dit: «Oui, vous savez, ils ont peur des microbes». Et ah bah, bien sûr et par contre, ils mettent leur bite partout, mais ils ont peur des microbes, hein. OK, d'accord, mais ça les gêne pas de mettre leur bite partout. C'est quand même très étonnant, hein, c'est très ambivalent. Parce qu'il paraît que du coup, c'est un scandale d'avoir hué, les violeurs et donc quand je suis revenue, un peu plus tard et que j'ai voulu assister au procès, on m'a fait mettre de côté, on a fait rentrer les gens et moi là, il y a une petite dame qui est à l'accueil, c'était toujours la même d'ailleurs à chaque fois que j'y suis allée, qui dit: «Oui, oui, venez avancer, il y a tant de place, vous c'est stop, vous c'est par là, vous c'est par là, vous avez bien éteint vos portables» et cetera. Et cette petite dame, alors elle dit aux autres filles d'avancer, puis moi elle me dit: «Non, vous restez de côté». Je dis: «Bah, j'aimerais bien savoir pourquoi». Elle me dit: «Ah non, moi on m'a donné ordre de pas vous faire rentrer». Alors déjà, on est dans un tribunal. J'aimerais savoir qui vous a donné cet ordre. Ah, mais je peux pas vous dire, on m'a dit que. Je dis, non, mais déjà, vous êtes personne pour m'interdire d'avoir accès à une audience qui est publique. Je dis, donc, si vous avez rien pour justifier du fait que je n'ai pas le droit d'y avoir accès, je vois pas pourquoi je n'y accéderai pas. Elle me dit, oui, alors c'est le procureur. Ok, bah très bien, bah faites-moi venir le procureur. Alors j'aimerais quand même qu'on m'explique pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'aller dans la salle d'audience alors que c'est public. Voilà. Oui, non, mais bon, vous savez, hein.
Le procureur vient vers moi et donc il y a un gars qui descend, «Oui mademoiselle, c'est parce qu'en fait, vous» j'ai enregistré le truc, je pourrais même te filer l'enregistrement si tu veux. Il me dit: «Oui, vous savez, c'est parce que quand même vous pouvez pas, accuser les gens, d'être des violeurs». Et je dis: «Mais attendez, en fait, ce sont des violeurs, puisqu'il y a plus de 700 vidéos qui attestent que ce sont bien des violeurs. Maintenant, moi, je suis pas de la profession, donc moi, je suis pas avocate, je suis pas juriste, je suis pas pénaliste. Donc c'est à vous de justifier de leur degré de culpabilité. Ça, je suis d'accord, c'est pas à moi de dire leur degré de culpabilité. Cependant, ce sont des violeurs. Point. Et en tant que citoyenne, j'ai le droit de dénoncer des hommes qui sont des violeurs, quel que soit leur degré de culpabilité, en fait». Oui, en fait, c'est comme si on n'avait pas le droit d'utiliser les mots, c'est comme la personne qui va dire: «Non, je sais pas ce que c'est qu'une femme, je suis pas biologiste». Ouais, bah, quand ça crève les yeux, tu peux le dire, hein. Voilà. Et violeurs, je pense qu'il faut mettre le terme. Ce sont pas juste des accusés. Ce sont des accusés violeurs. Pour moi, faut le dire, quoi. Et du coup, le mec m'a juste dit: «Oui, mais alors vous éteignez votre portable et puis vous ne criez pas, vous ne vous indignez pas comme ça, oralement dans la salle». Donc j'ai dû, dire gentiment: «Oui, d'accord monsieur, bien sûr». Et de nouveau, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est paternaliste, quoi, en fait?» C'est ce mec qui vient me dire: «Madame, comportez-vous comme il faut parce qu'on n'est pas d'accord quand vous criez la vérité». Bah, ouais, bah, excuse-moi mon gaillard, quoi, mais voilà. Et donc, bah, ça a été un peu le deuxième micro-choc où je me suis dit: «Quand même, c'est pas très correct». L'autre chose, ça a été quand je suis allée aux toilettes et qu'en fait, je me rends compte qu'il y a un toilette public pour tout le monde et que du coup, ben, en fait, les violeurs et Gisèle sont censés aller uriner au même endroit. Et là, je me suis dit: «Non mais attends». Donc il y a des gens qui sont violeurs, il y a les preuves de leurs agissements. Ils sont là en train d'être dans un tribunal pour être jugés et ces gens-là peuvent avoir accès à des toilettes où n'importe quelle autre femme peut venir dedans. Je trouve ça très particulier. Voilà. Donc moi, je me suis pas gênée de les filmer, de leur demander comment ils allaient, si leur vie allait bien, si leurs parents étaient fiers d'eux, si eux, ils étaient fiers d'eux, si peut-être leurs enfants éventuellement étaient fiers d'eux. Voilà. Et j'étais assez hallucinée des réponses parce que ces hommes-là qui sont au procès pour viol se permettent d'insulter les gens et de les menacer. C'est-à-dire que moi, ils nous ont fait des signes de vas-y que je te tranche la gorge, et sale pute, et machin. Donc en fait, ils nous insultent jusque sur le parvis. Bah toi-même, t'as été insulté, menacé de viol. On a menacé, je crois même ta mère, non, de viol, par un des prévenus, hein, sur l'escalier du tribunal, devant avocat. Et devant là, la presse, devant la police, devant tout le monde, oui. Voilà, mais il me semble quand même que les menaces, en fait, c'est pénalement répréhensible. Et donc le mec est en jugement, il fait des menaces, ça m'a hallucinée. Les autres choses qui m'ont quand même hallucinée, c'est effectivement, et ça, il y a que les Amazones, faut aller sur leur site Insta et aller voir un peu sur leur page toutes les ignominies que les violeurs ont racontées. Et moi, ce qui m'a choquée, c'est que cette femme, en fait, et c'est pour ça que je suis revenue plusieurs fois. Alors, je suis revenue 3 fois, mais parce que j'ai un petit budget, même si je suis suissesse. Donc, il fallait que je gère mon budget aussi, hein. Mais je suis venue 3 fois et j'avais envie d'y être. Pourquoi? Parce qu'il faut bien imaginer que Gisèle, elle est arrivée dans cette salle d'audience avec parfois sa fille et son fils et avec 2 avocats. Mais elle a découvert vraiment la tronche de ces gars obscènes qui l'ont pénétrée dans son corps, dans sa chair, et elle a pu voir des hommes qui ont abusé d'elle ce jour-là, ce jour de procès où elle a découvert des hommes qui ont violé son intimité physique, corporelle. Mais c'est d'une violence inouïe. Et de se dire comment ça se fait qu'en 2025, il y ait une salle où il y ait cette femme qui est avec 4 personnes accompagnantes et que derrière, il y ait 51 violeurs avec 39, je sais plus exactement combien d'avocats derrière eux. Ça veut dire qu'il y a une centaine de personnes, on va dire, contre cette femme dans la même pièce. Ça veut dire que cette femme, elle a passé 3 mois dans une pièce fermée avec tous ses agresseurs. Pour moi, c'est d'une ignominie, enfin, c'est d'une violence. C'est comme si on lui imposait encore une autre violence. Je trouve ça terrible et je me disais, mais il faut qu'elle puisse entendre et sentir que derrière ces portes, il y a des femmes qui sont là avec elle et qu'elle n'est pas seule et que même s'il y a ces hommes dans cette salle, derrière, il y a des femmes qui sont là vraiment, qui la supportent, qui sont présentes physiquement. C'est exactement le sens de notre action. C'est vrai que dès le premier jour, et même avant, on l'avait contactée.
On lui a dit: «On sera là tous les jours» et tous les jours d'ailleurs, elle nous cherchait du regard. On voyait son soulagement, en fait, quand elle nous voyait parce que, c'était insupportable. Ouais. Pour moi, c'était un soutien de survie et évidemment, moi, j'ai pas discuté avec elle personnellement. Les Amazones, toi, tu l'as fait, hein, je sais que vous l'avez fait. Elle est même venue voir vos collages et tout, donc c'est génial. Mais je pense vraiment que si j'avais pu parler avec elle, ouais, je lui aurais dit que vraiment, j'avais envie qu'elle entende qu'on était là. Que voilà, si on avait pu même la protéger de ces gens et tu vois, faire barrière physiquement au sein de cette pièce de jugement pour qu'elle n'ait pas à les voir, j'aurais adoré pouvoir le faire, quoi. Bon, ça, c'est les choses qui m'ont un peu marquée, on va dire, pendant le procès. Et puis, ce qui m'a énormément marquée, c'est comment les professionnels de loi se sont adressés à elle. C'est comment cette Nadia El Bouroumi, j'ai trouvé abjecte la façon dont elle parlait, la façon dont elle questionnait, la façon dont elle questionnait en hurlant, parce qu'elle avait une voix, c'était irrespectueux au possible. J'ai trouvé très violent la séquence où on parle d'une photo de Madame Pellico qui est en sous-vêtements parce que en fait, elle est en couple depuis 40 ans avec ce monsieur et que, bah oui, ça arrive des fois dans des couples qu'on se fait des photos un petit peu coquinettes parce que c'est mignon et que voilà, et que ça fait plaisir pour, voilà, à l'un ou à l'autre. Et tout d'un coup, de l'agresser en mode, mais madame, vous avez vu, si vous avez une photo comme ça, c'est que forcément vous êtes une femme facile, c'est que forcément vous aviez dû accepter que des hommes vous passent dessus comme ça. Quelle abjection! Enfin vraiment, je me dis, comment c'est possible de traiter comme ça une femme? Mais même humainement, en dehors du fait d'être avocat, humainement, comment on peut se regarder dans la glace en étant une femme et en traitant une autre femme de cette façon-là? Enfin, ça m'a vraiment donné la nausée. Enfin, j'ai trouvé ça mais ignoble. Et puis le truc des avocats, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est à la sortie et que moi je dis aux violeurs que ce sont des sales violeurs et que voilà, les avocats qui viennent quand même en étant un peu menaçants. Oui, mais là quand même vous faites de l'insulte à mes clients, vous savez que c'est pénalement répréhensible, voilà, vous avez pas le droit. Alors moi je disais, alors je suis désolée, c'est pas de l'insulte. En fait, je fais un constat. Voilà, je constate factuellement et je dis le constat que je fais. Mais j'ai trouvé que là aussi, c'était particulier de recevoir des espèces de menaces un peu déguisées comme ça d'avocats en plein milieu d'un tribunal. C'est le monde à l'envers, en fait. Et pareil pour cette fresque. Alors, il y a une fresque magnifique qui a été peinte dans le tribunal, sauf que c'est peint par des violeurs, en fait. Une fresque qui est censée être féministe, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'était peint par des agresseurs. Donc, c'est une fresque De féministe. l'art-thérapie. Moi, j'aimerais bien qu'on me paye des ateliers d'art en tant que victime. Mais non, on paye des ateliers d'art aux hommes qui font des violences. Exactement. Non, mais c'est hallucinant. Et ça, leurs œuvres, c'est abject. Mais cette œuvre, il faut la repeindre, en fait. C'est juste pas possible. Enfin, c'est une insulte aux femmes pour moi. Elle a été regardez, il y a des agresseurs qui vous ont agressé, mais pour les réparer, on va leur faire peindre une fresque. On pourra dire que c'est eux les merveilleux artistes, puis on va la faire peindre sur votre thématique à vous de souffrance, de ce qu'ils vous ont fait subir. Mais ça va pas ou quoi? Ils sont complètement allumés. Enfin, voilà. Donc pour moi, c'est l'image flagrante de comment tourne la France depuis 20 ans, quoi, en fait, hein, tout simplement, hein. Et c'est terrible, c'est terrifiant. Et après, ce que j'ai vécu d'autre pendant ce procès, c'est que j'ai été accueillie par un groupe de femmes merveilleuses, par des culottées qui osaient faire des trucs. Je t'ai dit à toi, Blandine, un soir, j'ai l'impression de faire des conneries avec les copines de ma maman. Parce que effectivement, je me disais, putain, mais des femmes de mon âge ont toujours peur de faire des actions. Parce que oui, mais tu vois, la police, puis après, puis l'avenir, et puis gna, gna, gna. Et puis là, je suis avec des nanas qui en ont rien à foutre, qui sont là, mais en fait, notre vie, elle est faite, on connaît nos droits, tu sais, on va faire ce qu'on a à faire. Et je me dis, mais les nanas sont tellement punk! Et j'étais là, waouh! Et je dis, waouh, c'est des nanas qui ont 10, 15, 20, 30 ans parfois de plus que moi, et c'est elles qui me punkisent, quoi. Et j'étais là, mais c'est fantastique! Et vraiment, là, j'ai découvert un groupe de nanas tellement solidaires, et je me suis dit, ah, mais en fait, si, la sororité, c'est possible, ça existe. Une fois qu'on a évacué tout un délire misogyne de c'est qui est jolie, c'est qui est pas jolie, et puis comment je me compare, et puis gna gna gna, et puis comment j'ai besoin d'espace, mais que j'ose pas demander mon espace, et puis voilà. Mais en fait, quand on a un peu fait son autothérapie féministe, et que du coup on accepte de plus jouer le jeu des mâles,
et qu'on accepte de nous aimer nous tels qu'on est, avec nos puissances, et d'arrêter de nous comparer, d'arrêter de nous auto-asservir pour le plaisir de ces messieurs, eh bien, je me suis rendu compte, de la puissance qu'on peut avoir tout ensemble, de la force qu'on peut avoir à se reconnaître chacune dans nos différences, dans nos capacités, dans ce qu'on peut amener chacune de particulier. Et moi, j'ai eu un plaisir et une humanité, quoi, vraiment, mais j'en pleurais. À chaque fois que je partais, j'avais l'impression d'être ressourcée pour des mois, de me dire, elles m'ont donné de la force, de l'énergie, et je me suis sentie tout d'un coup tellement moins seule dans ma vie. Je me disais, putain, mais ma vie et mon combat, je me sens tellement seule, et mes potes rigolent très souvent pour alors l'extrémiste, la folle dingue, enfin voilà. Et là, je me disais, putain, je suis pas la seule, en fait, folle, extrémiste. Je me disais, c'est génial, on est plein à être radical. Et du coup, de sentir ça, ça m'a fait me sentir beaucoup plus légitime dans ce que je disais, dans ce que je faisais et dans ce que je vivais. Et cette légitimité que je remettais en moi-même constamment en question à chaque fois que j'étais confrontée à d'autres, tout d'un coup, elle était là, elle a pris sa place, elle s'est solidifiée, elle est là, et on peut plus me l'enlever. Et vous m'avez vraiment permis toutes d'acquérir cette légitimité sans justification. Et ça, c'est le cadeau que je garde de ce que vous m'avez apporté pendant tous ces jours. Et vraiment, ce cadeau de se dire, si c'est pas moi, c'est une autre qui fera ce combat, et on le mènera jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause en vrai. Et je sais qu'il y a des femmes maintenant courageuses comme ça, qui tiennent ce qu'elles disent, et ça, c'est le cadeau le plus puissant. C'est le cadeau de voir tout d'un coup comment la fille de Gisèle, elle a rebondi en écrivant ce bouquin. C'est comment est-ce que tout d'un coup, les femmes se sont mis en lien, comment moi j'ai parlé avec des nanas qui venaient, qui disaient « Ah, mais nous, on habite loin, mais on vient parce que quand même, pour Gisèle, c'est pas sympa. » Et de se dire « Et ces femmes-là, peut-être qu'elles avaient jamais été dans un tribunal de leur vie, elles ont jamais soutenu une cause. » Mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a même eu ces collectifs, parce qu'il y a plusieurs collectifs de ces féministes espagnoles là qui nous ont rejoints pour le dernier jour du procès, où je me suis dit, mais en fait, on a une force de frappe incroyable, les femmes, quand on est ensemble. Et on a une capacité de s'aimer, alors j'aime pas, je sais pas comment on le dit, mais de s'empouvoirer, oui, ensemble, de reprendre notre vrai pouvoir, en fait. Et ça m'a fait un bien, c'est comme un antidépresseur, quoi. Ça a été un antidépresseur, là, pendant plusieurs mois, vraiment. Waouh, c'est vraiment touchant d'entendre tout ce que tu dis. Depuis longtemps, je parle du porno, je me bats avec le porno et comment les hommes voient le porno depuis des années. J'ai plein de potes qui rigolent avec ça de moi parce qu'ils me disent « Ouais, mais toi, vraiment, t'es complètement folle. » Mais ça aussi, j'ai vu pendant le procès combien tous ces gars sont des addicts au porno, voire même à la prostitution. Et donc, tous ces gars sont en fait addicts à la soumission et à l'asservissement féminin pour leur plaisir, pour leur petite jouissance à eux. Et ce qui m'a fait mal vraiment pendant ce procès, et j'ai même pas perdu des amis mal, mais oui, il y a des amis mal avec qui j'ai mis beaucoup plus de distance. J'ai plus envie, en fait, de leur donner du temps. Je faisais des interviews pendant plusieurs années pour Rap Suisse tous les cantons. J'ai plus envie d'interviewer des hommes, en fait. J'ai plus envie, ils me gonflent. Parce que je me suis rendu compte vraiment de combien le monde va mal, parce que les mâles ne remettent pas en question leur petit plaisir égoïste personnel. Et qu'en fait, pour moi, j'ai compris à ce procès que le monde sera capable d'aller mieux le jour où les hommes, les mâles, prennent leurs responsabilités sur leurs compulsions sexuelles, et que le jour où ces hommes, ces mâles, commencent à regarder avec honnêteté leurs compulsions et leurs problématiques face au cul, et que eux commenceront à avoir de l'empathie pour les femmes et de se dire c'est pas normal que je doive jouir sur l'image de quelqu'un d'autre, sur le corps de quelqu'un d'autre, quand ce corps-là n'est pas en lien avec moi par désir mutuel partagé et évoqué. Eh bien, je pense que tant que les hommes ne font pas ça, le monde n'ira pas mieux. J'ai eu vraiment cette prise de conscience. Et on nous dit, oui, mais les féministes, vous exagérez, et puis vous auriez voulu faire la guerre.
Je leur dirais, mais en fait, nous, on n'aurait pas fait la guerre, les mecs. Vous avez créé un système capitaliste qui nous met en défaut les uns les autres. Vous avez créé un système de monde qui nous met en coalition ou en compétition. Vous avez créé un système où on domine ceux qu'on a envie d'oppresser pour obtenir un bien. Et je pense que, ouais, c'est ça que ça m'a amené, de me dire, ouais, mais en fait, les femmes, on a une capacité de créer, d'être innovante, de créativité qui est dingue, quoi. Et à nous de la reprendre, en fait. À nous de la reprendre, à nous de nous auto-stimuler toutes pour reprendre le monde en main, parce qu'on l'a laissé à des dégénérés. C'est un peu violent, hein, ce que je dis, pardon. C'est violent, finalement, ce que tu décris, c'est le fait que la violence masculine est masculine. En fait, on parle toujours des violences faites aux femmes, mais c'est les violences commises par les hommes, tout simplement. Et effectivement, on est dans une situation où on passe notre temps, nous les femmes et nous les féministes, à essayer de réparer, consoler, compenser les violences, les défauts, les manquements des hommes, tout simplement. Enfin, je sais pas, par exemple, pensons à la situation des femmes en Afghanistan, qui est abjecte. Et tu vas lire ça sur les réseaux sociaux, tu vas voir les mecs qui vont dire: «Alors les féministes, vous faites quoi?» Ben, comment ça qu'on fait quoi? Alors déjà on fait des choses, mais déjà on te doit rien, mais en plus de ça, c'est un Mais problème toi, tu fais quoi, mec? un problème d'homme, c'est un problème masculin, c'est les hommes qui font ça. C'est incroyable cette capacité à retourner en permanence le problème, comme s'ils étaient pas à l'origine du problème. Oui, et puis, ou alors on va dire, oui, mais il y a aussi des femmes qui tuent, mais il y a aussi des femmes qui agressent. Ouais. Mais moi, quand j'agressais des gens, en fait, c'est marrant, parce que quand je suis agressive et que je monte la barricade physique et que je suis en mode violence, en fait, c'est l'éducation de mon père qui remonte à la surface, hein. C'est les maltraitances paternelles qui remontent et qui me montrent que moi, j'ai tellement pris de baffes dans ma vie par un père polonais russe, c'est-à-dire 2,5 m, 120 kilos de muscles. Donc, en fait, j'ai été éduquée à ne plus avoir peur de ça et à me confronter de cette façon-là. Donc, quand on me dit, ouais, mais les femmes, elles agressent aussi. Ouais, mais moi, quand j'agresse quelqu'un parce que je réponds et que je suis face à des hommes qui veulent me violenter, et que je leur dis, bah viens, je te défonce, mais en fait, c'est la misogynie qui est en moi qui répond. En fait, c'est la masculinité en moi qui vient se positionner. Parce que si j'avais le choix de répondre autrement que par cette violence face à des hommes qui seraient capables de discussion plutôt que de violence ou de menaces ou voilà, et ben en fait, étonnamment, je n'userais pas de cette violence. Parce qu'avec toi, Blandine, quand je suis pas d'accord, on peut monter haut, hein, on peut parler fort, on peut utiliser des termes un peu rudes, mais on va pas se foutre sur la gueule, en fait. Donc, comment ça se fait? Tu vois, c'est intéressant, quand même. C'est bizarre, oui. Donc, ouais, il y a eu tout ça. Et puis, j'ai rencontré aussi Valérie Tender, qui est une militante, donc abolitionniste, et qui est une survivante, militante abolitionniste. Je trouve important de dire survivante. Le mot survivante, oui, mais abolitionniste de la prostitution. De la prostitution, tout à fait. Du système prostitueur, ouais. Ben, j'ai trouvé magnifique son témoignage. J'ai trouvé qu'elle était culottée aussi parce que, en fait, ce qui est fou, c'est comment est-ce que le procès Pénicaud, il a mis en exergue aussi combien des femmes, comme je l'expliquais avant, sont devenues aussi misogynes. Tu te souviens de cette femme qui est venue, c'est à toi hein, qu'elle est venue dire « Si j'avais su, je me serais mieux occupée de mon mari. Il n'aurait pas violé Gisèle. » Non, c'est pas à moi, c'est pire que ça. C'est qu'elle s'est adressée à Gisèle et elle s'est excusée. Ah, voilà, c'est ça. Non, mais c'est terrible. Et pour moi, les femmes qui, à l'heure actuelle, je me permets de dire ça pour avoir lu, écouté des centaines d'heures de témoignages de femmes esclaves de la prostitution ou de survivantes, eh bien là, c'est pareil. Je me suis dit, mais comment est-ce que des femmes, à l'heure actuelle, peuvent cautionner cet esclavage-là en l'appelant de la liberté fondamentale? Comment est-ce qu'on peut maintenant prétendre dans des partis politiques qui sont censés être ultra-gauche et tout, donc anti-esclavage, anti-colonisation, etc. Et eux vont parler du travail du sexe. Non, le sexe n'est pas un travail, c'est le plus vieil esclavage au monde. Et ça aussi, ça m'a vraiment apporté, le néant dans lequel on est en train de sombrer par rapport à ça. Et comment est-ce que notre société, moi je pensais, dans les années 90, j'étais naïve, j'écoutais du rap, je me disais, oh, il y a quand même beaucoup de rappeurs misogynes, j'espère que ça va changer. Et en fait, je pensais qu'avec le temps, le rap serait de moins en moins misogyne.
Et en fait, j'écoute plus de nouveau rap parce que le rap, il est même pas misogyne, il est féminophobique en fait. Il est fémino-insultant. Enfin, c'est juste hallucinant. Oui, c'est des grossièretés et des menaces misogynes. Constamment. Et du coup, voilà, bah ça, c'est un peu l'autre néant dans lequel je suis tombée, de me dire, waouh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que les femmes en viennent à cautionner ça pour pouvoir se trouver du côté des violeurs et moins risquer d'être violées, quoi, quelque part. Si on est pote avec les agresseurs, c'est comme à l'école, il y a toujours celui qui se fout de la grosse. Bah, si on est pote avec la grosse, on va se faire insulter avec la grosse, hein. Mais si on est pote avec celui qui insulte, bah, on a moins de chances de se faire emmerder comme on emmerde la grosse. Et ben, c'est exactement ça. Et moi, ça me questionne vraiment par rapport à la position des femmes là-dedans, de comment certaines choisissent le côté finalement pro-prostitutionnel exactement, au fond, pour se donner légitimité face aux agresseurs et qu'elles, elles soient un petit peu préservées. Et je trouve ça abject. Mais on n'a peut-être pas tous aussi le temps et la possibilité de penser tout ça. J'ai été très enrichie aussi de mes échanges avec toi, de tous mes échanges pendant ces 3-4 mois où on a discuté profondément et où j'ai appris plein de choses en fait, plein de petites choses sur le féminisme. Et j'ai trouvé ça aussi très très riche. Ça m'a relancée dans plein de lectures. Là, on le voit pas parce qu'il n'y a pas d'image, mais derrière moi, j'ai un petit truc avec plein de livres écrits par des femmes. Faut que je lise tout ça parce que j'avais lu 2-3 bouquins quand j'étais ado. Et là, vraiment, je me suis replongée dans plein de lectures ultra féministe, quoi, parce que je me dis, en fait, j'ai besoin vraiment de me renourrir de tout ça. Et ça, je pense que c'est aussi tout ce procès et toutes les rencontres de femmes entre nous qui m'ont légitimé de, oui, j'ai le droit d'avoir ma culture femme, en fait. Il n'y a pas qu'une culture hip-hop, une culture suisse ou française, il y a une culture femme et féministe. Il y a un matrimoine. Voilà. Ouais, exactement. Maintenant, je t'invite, si tu veux, à conclure en disant ce que tu as envie de dire, en t'adressant aux femmes qui nous écoutent. C'est fou, tu vois, ça me donne presque envie de pleurer, tu vois. J'ai envie de dire que malgré tout ce qu'on est matrixé par la colonisation millénaire des hommes sur nous, plutôt que de nous juger entre nous, une des forces et des pouvoirs qu'on pourrait avoir, c'est de nous observer, de nous soutenir, de nous entendre, de nous écouter, de nous apprendre à s'autoriser à exprimer ce qu'on a besoin, de s'accompagner dans la délivrance du masculin toxique en nous-mêmes et de s'autoriser à se libérer de la validation des hommes. Moi, j'essaye sur plein de choses. Je vois que je suis colonisée tellement. Par exemple, l'épilation, c'est un truc tout con, hein. Moi, il y a des fois où je m'épile pas, puis il y a des fois où je le fais. Et puis, je me rends compte que, par exemple, je me sens plus jolie quand je suis épilée. Et je me dis, mais c'est débile, parce qu'en fait, je suis la même personne, hein. Je suis pas plus jolie ou moins moche, hein. Mais oui, parce que j'ai acquis de la génération 80, vraiment, j'ai acquis que oui, les poils, c'est sale, c'est moche, c'est dégueu chez les femmes. Je les trouve tout aussi dégueulasses chez les hommes, du reste, entre parenthèses. Mais plus acceptable, étonnamment. Et donc, c'est de ça. C'est plutôt que de dire à quelqu'un qui, par exemple, a pas de poils, franchement, tu pourrais quand même te laisser pousser les poils, c'est pas très féministe. Et c'est de lui dire, ah ouais, je comprends, moi, je suis dans, tu vois, je comprends, moi, c'est vrai que ça me gêne plus les poils, mais je comprends que ça puisse te gêner. Et c'est ça, c'est au lieu de se dire, elle s'est refait les seins, tu vois, toutes ces femmes qui se refont. Ouais, elle s'est refait les seins et tu t'es refait les seins parce qu'on t'a fait croire que tes seins étaient pas beaux. Parce que t'es colonisé par les idées mâles. Voilà. Mais au lieu de nous critiquer et de nous séparer nous-mêmes en plein de groupes, pouvoir accepter qu'on vit des expériences communes. C'est important que des fois, des femmes noires aient leur espace pour discuter entre elles. Ça, c'est évident. C'est important que des femmes pauvres aient leur espace pour parler entre elles de pauvreté. C'est évident. Mais je pense qu'au-delà de ça, on est femmes. Et qu'entre nous, femmes, c'est important qu'on te soutienne, femmes, avec toutes les problématiques qu'on puisse vivre. Parce que on a cette réalité-là, matérielle, biologique, physique qui nous rassemble et que c'est sur ça qu'on va pouvoir changer le monde. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai envie de laisser comme message. Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.